Victor Kitayasso, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir dans Ils font la une. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes le gérant d'Alliance Action Equitas. Il s'agit d'un fonds d'action française de grande capitalisation, pas forcément le plus connu des fonds de sa catégorie, et pourtant les performances sont là. Le 28 janvier, il figurait en tête du palmarès à 3 ans des fonds Action France. C'est plutôt bien. Ce faisant, il devance du beau monde, Moneta Multicaps, de l'excellent Romain Burnand ou d'Orval Manager, du non moins excellent Stéphane Furet, qui lui aussi figure régulièrement dans le haut des classements. D'ailleurs, en 2015, Dorval Manager vous précède de quelques dixièmes de pourcent au sommet du top 5 de l'année, puisque vous en occupez la seconde place. À noter que dans le palmarès qui apparaît, nous n'avons retenu que la meilleure part d'un même fonds, pour ceux qui se posent la question de ne pas voir toutes les parts apparaître. Et si on dézoome, depuis que vous en avez pris la gestion, le 1er juin 2012, Equitas, c'est son petit nom, a signé une hausse de 87,65%. Ce sont des performances arrêtées au 28 janvier. Alors 87,65% de performances cumulées, cela équivaut à 18,76% de performances annualisées, soit bien plus que la catégorie qui ne fait, si j'ose dire, que du 13,9% en annualisé. Très belle performance donc qui vous valent d'être ici, Victor, mais parlons de votre fonds à présent, parce que ce n'est pas un fonds tout à fait comme les autres. Donc, c'est un fonds d'action française, on l'a dit, composé de 30 à 60 valeurs, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. De plus de 200 millions d'euros d'encours ? 250. 250, d'accord. Et son ambition est d'investir dans l'actionnariat familial et salarié, c'est-à-dire dans des entreprises contrôlées par des familles ou celles où les salariés sont bien représentés au capital. On est d'accord ? On est d'accord, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça apporte à l'investisseur, ce positionnement ? Alors, c'est un positionnement assez particulier qui apporte de la stabilité à l'entreprise. Et ça, c'est important parce que quand on est un top manager, quand on est un gérant d'entreprise, on a besoin de décider dans le temps. Il faut avoir un environnement stable et tout à fait serein pour pouvoir prendre des décisions à long terme pour son entreprise. Un actionnariat stabilisé, ça permet effectivement d'avoir ce cadre de référence. Et donc, si vous avez une stratégie pertinente, avec ce cadre-là, vous pouvez créer de belles choses. Une stratégie d'entreprise performante qui donnera donc une entreprise performante aussi en bourse. Est-ce que ça veut dire qu'en investissant dans des entreprises répondant à ces critères, on investit dans des entreprises dont les cours de bourse sont moins volatiles ? Alors effectivement, c'est une chose qui est importante aussi à voir, c'est que dans la manière dont on gère et on cherche les sociétés, on cherche des entreprises qui ont aussi de la qualité et aussi des leviers de performance, on va dire, dans leurs propres mains. Et ce sont deux types de profils de sociétés qui ont, on va dire, une volatilité plus faible parce qu'on a le temps de travailler et qu'on a tout le cadre qui va avec. Alors, je vais vous titiller un petit peu. On est là pour ça. Exactement. Vous dites, c'est un investissement revendiqué dans l'actionnariat familial et salarié, mais est-ce que ça ne relève pas tout de même avant tout du marketing ? Parce que dans les documents que j'ai lus à propos de votre fonds, il est dit que l'actionnariat salarié ou familial doit être supérieur à 3% du capital de l'entreprise pour qu'elle soit éligible. Est-ce que 3%, c'est vraiment signifiant ? Écoutez, 3% de L'Oréal, je serais content de les avoir. Donc je pense que c'est signifiant. C'est-à-dire que, effectivement, je pense qu'il est important de voir tout le spectre. Là, notre univers, c'est effectivement un univers très large en termes de capitalisation boursière. On pense plus facilement à des entreprises familiales, ex-PME qui ont grandi, bien sûr, mais je pense qu'il est important de voir aussi qu'une famille peut aussi reculer, prendre un peu de recul dans l'actionnariat, mais conserver une influence importante pour laisser l'entreprise croître et devenir une capitalisation boursière plus importante. Alors, justement, regardons un petit peu de plus près la sélection de titres. Comment vous allez déterminer justement qu'une société a à son capital une famille dont l'influence, puisque c'est plutôt ça que vous regardez, est primordiale ? Alors effectivement, là, on va regarder, très clairement, on va regarder la composition de l'actionnariat. Si on trouve qu'il y a un actionnariat qui est supérieur à 3% au niveau familial, et où on a un actionnariat salarié qui est supérieur à 3%, donc ce qui permet d'avoir un siège au conseil, donc c'est quand même aussi là aussi un critère important, on va pouvoir se dire, écoutez, cette société-là, on va la voir dans notre univers. D'accord, donc c'est vraiment ça. C'est une sorte de filtre, oui. Vous incluez aussi dans votre process de sélection la prise en compte de critères ESG, c'est-à-dire des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Mais votre fonds n'est pas un fonds ISR, c'est-à-dire un fonds à investissement socialement responsable. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, cette inclusion des critères ESG dans votre sélection de titres? Alors aujourd'hui, quand vous gérez votre entreprise, sur le moyen long terme, il y a beaucoup de risques. De manière générale, et ça c'est important de les prendre en compte parce que ça fait partie de la vie d'entreprise. Aujourd'hui, il faut avoir la capacité aussi de les prendre en compte, de les évaluer, autant que des risques, on va dire, financiers et d'entreprise purement au niveau de la stratégie. Et donc ça, on le fait au niveau des équipes. On a un dialogue constant avec nos équipes en interne. Et donc là, effectivement, on les prend en compte. Avec la recherche ISR de Voilà, la tout à maison. fait, c'est ça. Et est-ce que ça vous a aidé, en certaines circonstances, justement, à ne pas choisir un mauvais cheval? Disons que c'est des choses sur lesquelles on essaie de se dire, voilà, on essaie d'éviter. Il n'y a pas eu de cas en pratique pure. Je ne vais pas vous donner des exemples, parce que justement la sélection était bonne. Donc, entre guillemets, on n'a pas eu de sujet, parce que je pense aussi on le fait de manière correcte. Voilà. Alors, quand on regarde la documentation, toujours sur le fond, on voit qu'une grande place est réservée, dans cette littérature technique, au process de construction et de suivi de portefeuille. Alors, on y insiste beaucoup sur les ressources en analystes d'alliance et en recherche. On y parle aussi de comité. Oui. Et bon, très franchement, il en ressort une impression de grosse machinerie. Est-ce que la gestion est vraiment une gestion de géant, de conviction, ou est-ce que c'est une gestion plutôt collégiale? Alors, c'est une gestion d'un gérant, effectivement. Je pilote la gestion du fonds. Mais je pense qu'il est important de travailler avec ses collègues et les ressources qu'on a en entreprise. Ce serait dommage de ne pas les prendre en compte, de ne pas les utiliser, effectivement. Donc, il y a beaucoup d'expérience au sein de l'équipe. Au sein des équipes, et je pense que c'est une ressource qu'il faut utiliser tout simplement. Donc, mais c'est vous qui prenez les décisions, tout à fait, voilà. In fine. Et voilà. Alors, quand on parle d'entreprise familiale, on songe plutôt à des PME, des moyennes entreprises. Or, votre fonds, c'est un fonds de grande capitalisation. Oui. Pourquoi finalement, ce décalage avec la perception qu'on a habituellement des entreprises familiales? Pourquoi ce positionnement plutôt sur les large caps? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu aussi prendre en compte un risque. Donc là, on est en bourse, on gère un fonds qui est ouvert au public, et il y a un risque de liquidité éventuellement sur les petites sociétés. Elles offrent de la performance, mais il faut trouver un bon équilibre entre effectivement les convictions, les performances boursières et aussi ce risque de liquidité, c'est-à-dire si un client ou quelqu'un d'autre important veut sortir, et ou si cette société en fait a des problèmes en bourse. Donc si vous deviez liquider, imaginons un cas de marché assez stressant, le portefeuille, ça vous prendrait combien de temps? Alors, je pense très rapidement, une majorité en 3 jours et une semaine en fait on aurait terminé. Quelle est la taille de la plus grosse ligne? La plus grosse ligne, écoutez, là on est sur des niveaux très très élevés des méga caps. Voilà. D'accord. Oui. Non, on est vraiment. Alors je me suis mal exprimé. Non, quelle est la pondération de la plus grosse ligne? Alors on est plutôt aux alentours de 4,5-5%. C'est effectivement sur des pondérations de conviction, sur des titres en fait sur lesquels on a des convictions assez fortes. Et ça, 4,5-5%, ça permet de trouver un bon équilibre entre la diversification du portefeuille et des convictions. La typologie de valeurs qu'on retrouve dans le fonds? Typologie dans quel sens? Est-ce que parce que certes ce sont des entreprises familiales, ou avec un actionnariat salarié important, mais est-ce que finalement il y a d'autres critères qui président à la sélection des fonds? En fait, il y a 2 grands types de profils de sociétés qu'on va chercher en fait, dans cet univers d'investissement. Il y a effectivement les valeurs on va dire valeurs de qualité, qui offrent un marché structurellement croissance avec une bonne société qui est bien gérée, qui offre de la visibilité. Et deuxièmement, enfin, dans les sociétés sur lesquelles on va dire il y a eu un passé boursier difficile, et là il y a une vraie histoire de transformation. On va aller de l'avant vers autre chose, un nouveau management, un nouveau plan stratégique. Voilà. Donc c'est un mix entre du GARP, de la croissance à prix raisonnable, c'est ça, et plutôt visible, et du retournement? C'est un peu cette idée, ouais. On pourrait traduire ça en ces termes. Et pourquoi justement avoir combiné les deux? C'est comme si je vous disais, vous avez un bateau, vous avez effectivement le bateau et la proue qui est bien solide, et par-dessus vous allez mettre des choses qui sont un peu plus, on va dire risquées, mais qui offrent plus de performance peut-être. Est-ce que privilégier des sociétés au regard de la part de capital détenue par des actionnaires familiaux ou salariés induit des biais sectoriels? Évidemment, effectivement. Il y a des biais sectoriels, il y a des titres sur lesquels qu'on ne peut pas avoir. Typiquement, Sanofi, c'est une société sur laquelle on ne peut pas être parce que Sanofi ne passe pas les critères d'actionnariat en tant que tel.
Donc là aussi, là, au niveau des sociétés financières, il y a aussi des sociétés financières sur lesquelles on ne peut pas être. Donc il y a des vrais biais sectoriels aussi. Alors ça vous protège dans certaines phases de marché. Effectivement, si vous me dites crise financière et là, toutes les banques au tapis, il y a des chances que le fonds surperforme. On retrouve beaucoup d'industries. Oui, effectivement. Là, c'est effectivement là. La manière de travailler, l'actionnariat fait que d'une certaine manière, on a beaucoup d'industries et de consommation. Votre portefeuille, on l'a dit, est composé de 30 à 60 valeurs, mais enfin, c'est du simple ou double hein, comme rapport. C'est bien, non? Oui, c'est bien, mais alors justement, est-ce qu'il y a des configurations de marché où vous resserrez le portefeuille ou d'autres où vous le diversifiez davantage? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a surtout eu tendance à concentrer le portefeuille de manière historique depuis la reprise du fonds. On a réduit le nombre de petites capitalisations et on a concentré ça en fait sur des sociétés, on va dire, plus grandes, mais avec une conviction aussi forte. Donc pour effectivement avoir un portefeuille très concentré sur des convictions qui permettent de délivrer dans le temps et pas trop se disperser. Est-ce que le fait de détenir des entreprises donc à capital familial ou ou salarié. salarié induit de les détenir plus longtemps? Je pense que oui, parce qu'en fait, comment dire, effectivement, dans le portefeuille, on va jouer sur les pondérations en fonction des événements de marché, des publications, ce genre de choses, C'est un portefeuille qui bouge peu. qui bougent peu. Les premières lignes sont là depuis longtemps et a priori, elles vont rester mal longtemps. Quel est le taux de rotation? On est en dessous de 25. Oui, c'est faible, en effet. Est-ce que vous avez une discipline à l'achat et à la vente en fonction de la valorisation? En fait, ce qui va compter le plus, je pense, on le voit bien dans l'univers, dans l'environnement boursier aujourd'hui, la valorisation est un critère important, mais non pas exclusif. Et ce qui va être important, c'est de voir les fondamentaux de l'entreprise, et donc en fonction de cette valorisation. Donc ce qui va compter plus, c'est est-ce que l'histoire de l'entreprise s'arrête? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle, une publication, etc., qui met un frein à l'histoire qu'on veut travailler, qu'on veut jouer avec l'entreprise? Je reviens aux performances à présent. Donc, on l'a dit, lors des 4 dernières années, vous avez battu nettement et régulièrement la catégorie. Mais si on se livre à un examen plus précis, on constate que le plus gros de la surperformance a été réalisé en 2015. Qu'est-ce qui vous a permis de vous distinguer de la sorte? Il y a deux éléments, je pense que d'une part, la sélection de titres et ensuite la prudence qu'on a eue sur les marchés. La sélection de titres, d'une part, on a eu des bons choix de titres avec des RPA, des Dassault Systèmes, par exemple, pour les valeurs dites de qualité. Et les autres, on va dire, des sociétés en transformation avec des Peugeot et des Veolia. Donc des paris très marqués sur ces valeurs-là, c'est effectivement un élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est la prudence qu'on a eue au deuxième semestre. Alors d'ailleurs, on a focalisé sur 2015, mais est-ce que vous distinguez des périodes de marché qui vous sont plus favorables ou moins favorables que d'autres? Je pense qu'aujourd'hui, quand le marché veut, on va dire, ne fait pas beaucoup de sélection, c'est-à-dire se dit, voilà, la bourse monte, on prend toutes les valeurs et elles montent toutes. Là, effectivement, c'était un contexte plus difficile pour nous. D'accord, donc dans un marché haussier et sans discrimination, vous sous-performez un petit peu. La volatilité, vous me disiez, investir dans des entreprises à capital familial et ou salarié, ça aide à la contrôler. Elle est inférieure à celle de la catégorie et à celle de l'indice de référence? Oui, ce qui est important de voir, c'est justement, je vous parlais de la composition du portefeuille et des valeurs de qualité avec beaucoup de visibilité, et les autres, celles qui sont, on va dire, un peu plus de punch, pardon. Et cette composition de portefeuille fait que, au jour d'aujourd'hui, on a une volatilité un peu plus faible, parce que justement, elles offrent une régularité. Mais il va falloir l'éprouver aussi dans une phase de marché résolument baissière, parce que aujourd'hui, vous avez été un peu préservé de ce côté-là. C'est ça, mais le deuxième semestre On de ne va pas l'année vous dernière le était souhaiter, bien. mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce baptême du feu. Deuxième semestre 2015 était sympathique. Oui, et là, vous avez surperformé. Alors, 2016 Oui. ne commence pas fort bien pour la gestion en général. Vous surperformez depuis le début de l'année, la catégorie, mais dans un marché baissier, vous baissez aussi. Comment vous allez positionner Equitas en 2016 ou en ce début d'annne? Alors effectivement, le contexte n'est pas facile, ça je pense que tout le monde l'a bien en tête, et je pense qu'Equitas, en fait, on va conserver le positionnement qu'on a. On ne va pas vraiment le changer. L'idée, c'est effectivement de conserver des sociétés sur lesquelles on a de la visibilité, que ce soit parce qu'elles ont des bons marchés ou parce qu'en fait, elles ont des leviers de performance en fait, dans leur propre main. Cette visibilité-là est très importante et précieuse parce qu'on est dans un monde où beaucoup d'incertitudes et beaucoup de difficultés et peu de visibilité. Donc là, on a vraiment un atout et un positionnement, je pense, qui a du sens. Quelles sont vos principales lignes? Alors, on a du RPA, Dassault Systèmes,
Essilor, voilà, des valeurs bien connues, mais surtout des paris très marqués. Est-ce que vous achèteriez votre fonds aujourd'hui, Victor? Alors, je pense que oui, objectivement, je pense que oui, parce que je le gère vraiment comme si j'étais mon argent. Et j'aimerais avoir les valeurs que j'ai en portefeuille aujourd'hui. Voilà. Victor, merci. Merci beaucoup.